Congo Live Télévision, boy malamuna 3W Congo Live Télévision, chaîne YouTube de message le nom mais matali politique République démocratique du Congo. Le lopenza toé awana point de presse ya mwana mboka Tony Mwaba ozali moko ya ba député national ya cash o mikoleleka ki penza ye a dénoncaki na likambo etali gratuité de l'enseignement ndenge nini penza ba FCC le ngona ministre o penza zali ya FCC Willy Bakonga oya EPST ndenge bana penza ko bloquer penza o likambo etali gratuité d'enseignement pe ndenge ni penda COP ezali ko s'organiser na kati esika wana ba école mingi ezolia bambongo me ba oba ko sala misala bazozwa penza mosolo te yango mwana mboka ye penda dénoncer ki na likambo wana kasi esili bongo te après simane ko dénoncer comme kozwa penza moi ba attaque ya ba communicateur ya FCC to pe ya Willy Bakonga ba comme penza ko kolobela ye na tina pena na likambo na ndenge ya lobelaki kasi lelo penza azongeli susu baimboka pa meka penza ko éclaircir bango na tina penza ya dossier wana na likambo etali gratuité de l'enseignement ndenge ezali penza bloqué ndenge ba ko lia mosolo to siki no bolanda ye puis to kutani bongo na sima. Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour avoir accepté de répondre à notre invitation pour cette petite activité de recadrage ou de mise au point sur un certain nombre de choses qui se sont racontées autour du dossier EPST juste après les dépôts d'une dénonciation auprès du procureur général. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ce point. Je ne voulais pas arriver à ce niveau, commencer à communiquer à tout moment avec le public, mais j'ai été poussé à le faire par le cours des événements. Je voudrais d'abord rappeler que dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, en tant que député national, l'article 100 de la Constitution me donne le droit et le pouvoir de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Au-delà de la fonction législative qui est reconnue à un député national. Alors, dans le cadre des vacances parlementaires, j'étais en contact avec ma base, comme on appelle communément, qui a fait remonter vers moi un certain nombre d'informations qui mettent à mal la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. J'ai fait une question écrite, j'ai adressé au ministre de l'EPST. Je peux vous assurer qu'alors que le règlement intérieur prévoit, je crois dans les 3-4 jours, l'Assemblée nationale doit notifier la question au ministre intéressé qui a 10 jours pour répondre, mais ça fait plus de 2 mois que j'attendais la réponse. Mais entre-temps, je ne pouvais pas laisser la question se diluer dans cette lenteur-là, qui peut être justifiée par des obstacles politiques que vous pouvez imaginer. Pour des raisons d'efficacité, j'ai préféré changer les fusils d'épaule. En date du 2 mars, du mois en cours, j'ai fait une dénonciation que j'ai déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation. J'insiste, j'ai fait une dénonciation
dans cette dénonciation pour les juristes, j'ai porté à la connaissance du procureur général un certain nombre d'informations que j'avais reçues pour lui permettre de mener des investigations, établir la lumière et éventuellement les responsabilités des uns et des autres. Et cette dénonciation ne visait même pas les ministres de l'EPST. J'ai beaucoup plus parlé d'ailleurs parce que les informations que j'avais tournées autour du service de contrôle et de paix des enseignants, le service de SECOPE, où on nous a fait savoir qu'il y avait des enseignants fictifs, le détournement des fonds destinés à la paix des enseignants. Alors, on est limité par rapport au pouvoir d'investigation. J'ai dit les procureurs généraux pouvaient le faire et nous donner toute la limite. Ce n'était pas une plainte déposée contre les ministres, mais curieusement, et contre toute attente, juste après le dépôt de la dénonciation, j'ai fait un déplacement à l'intérieur dans le cadre de mes enseignements. J'ai commencé à recevoir des informations. J'ai suivi aussi personnellement que les ministres s'étaient déployés dans la presse. Et ces lieutenants, un groupe de gens qu'on appelle aujourd'hui communicateurs, qui se sont emparés de la situation pour vilipender ma démarche et me vilipender moi-même dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et vous tous, vous avez suivi. Ils ont raconté un certain nombre de choses et je m'étais dit qu'il était important de faire un point de presse pour apporter quelques précisions sur ce qui se raconte et vous démontrer aujourd'hui que ma démarche est sérieuse. Deuxièmement, à titre toujours de préalable, j'ai entendu dans les arguments que j'ai considérés comme des faux fuyants, que j'avais poignardé le chef de l'État dans le dos, dans ma démarche qui voulait, n'est-ce pas, protéger ces programmes ambitieux de la gratuité de l'enseignement. J'ai devenu finalement quelqu'un qui combattait la réalisation du programme. Et on a même raconté des choses du genre, tout ce que je faisais allait empêcher à la Banque mondiale de venir financer les programmes. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que, même au moment où nous parlons, le ministère de l'EPST n'a pas de données statistiques chiffrées, fiables, qui puissent permettre, même à la Banque mondiale, de venir immédiatement injecter les fonds. Au contraire, même si la Banque mondiale venait, je crois que ça doit être en avril ou juin de cette année, on devra commencer par établir les données statistiques avant qu'elle puisse, n'est-ce pas, apporter sa contribution. Et cette activité, pour ma démarche, permet effectivement d'assainir les secteurs de l'EPST pour permettre la rationalisation des ressources afin que la gratuité soit non seulement effective mais pérenne, mais pour qu'on puisse aussi offrir à nos enfants un meilleur avenir. On a toujours raconté comment le pays est riche, mais au moins avec la gratuité, les enfants peuvent réaliser qu'ils étudient gratuitement parce que le pays a des richesses et est capable de supporter leur avenir. J'ai entendu dire également que l'action était soutenue par le premier vice de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboul, président de mon parti, ainsi que l'ancien ministre de l'EPSP, Maker Mwang. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne réfléchis pas par procuration, je n'agis pas également par procuration. J'ai un certain nombre de dossiers que je suis en train de suivre, notamment la vallée de la Funa, on est en train de spolier ces terrains-là, le marché Matalikiba, mais personne ne m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière. Et au moment où je vous parle, il y a des ministres sur ces dossiers-là, à qui on a adressé des correspondances, qui n'ont pas réagi. Mais demain, lorsqu'on prendra la tangente sur eux, on dirait également qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de... Comme si, en tant que député national, je ne suis pas capable de réfléchir sur une voie et l'amener à bon port, sans être influencé. Encore que Maker Mwango, qui est député, je n'ai jamais eu même 10 minutes avec lui, même dans un restaurant, ou même debout à l'Assemblée nationale, en train d'échanger.
À part bonjour, le reste, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quel moment on s'est réunis autour de ça. Le président de mon parti, jamais j'ai reçu des instructions dans le cadre de ces dossiers qu'il faut aller mener telle action pour aller nuire tel ou tel autre ministre. Ce sont des faux fuyants. Au lieu de répondre aux vraies questions qui sont posées, on cherche des faux fuyants pour chercher des arguments politiques et politiser la chose. Pourtant, la gratuité de l'enseignement profite premièrement à nos enfants. De 6 à 11 ans, aucun enfant n'est membre d'un parti politique. Mais tous les enfants qui profitent de la gratuité viennent du FCC, du CACH, de la MOUCA, de la société civile. Donc cette histoire de gratuité ne peut même pas être politisée. Les enseignants qui enseignent, ils sont pris en charge, non pas parce qu'ils sont membres de telle ou telle formation politique, mais tout simplement parce qu'ils sont professionnels de la Craie Blanche, ils donnent une formation aux enfants et méritent d'être soutenus. Cette question ne peut pas être politisée. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un député national qui agit dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Quand vous prenez l'article 100 de la Constitution, il est clair. Les députés ont pour mission de légiférer, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Mais lorsque un député national entreprend une démarche, même si ça concerne un ministère, le ministre n'a pas le droit de passer dans les médias et entraîner ou payer un certain nombre de personnes qui s'appellent communicateurs pour commencer à raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, si je suis obligé de faire ce point de presse, c'est à cause, évidemment, de ce point de presse. Un collègue député qui a approché le ministre lui a posé la question, mais si le point de presse est tenu, c'est à cause des gens que vous avez déployés dans les médias. Et le ministre n'a pas répondu, il a dit, mais c'est leur propre initiative. Il n'a envoyé personne. Alors, quand vous n'envoyez personne, qu'est-ce que vous faites? Ils prennent les faits et causes pour vous et vous ne dites rien. Donc, vous allez endosser la responsabilité. Alors, mes chers amis, ceux qui me connaissent savent que si je m'engage sur un dossier, c'est que j'ai toutes les informations nécessaires. Depuis que ces communicateurs avaient pris d'assaut les médias, les réseaux sociaux, pour commencer à vilipender cette action, ça a donné un effet contraire. L'effet contraire, c'était lequel? J'ai commencé à recevoir des informations de partout. Je peux vous dire que j'ai eu des appels de Aru, de Lituri, au Bas-Congo. J'ai eu des informations dans les Bandundu, à l'Équateur, dans les Kasaï. J'ai eu des informations de partout. Et au moment où je vous parle, j'ai toutes les informations que même les ministres, j'imagine, n'ont pas encore. Même dans les recherches, j'ai même constaté qu'il y a des situations qui existent avant même que Bakonga ne soit nommé à la tête de ces ministères. Je me demande d'ailleurs pourquoi il prend fait et cause. Des fois même des situations qui sont antérieures à son entrée en fonction. Tout ce que nous cherchons, c'est d'assainir ces secteurs-là pour que le programme de la gratuité de l'enseignement soit effectif. Quelqu'un a raconté, un des communicateurs, non, il a besoin d'argent, tout ça, il va se retirer. Je vous assure, tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie des éléments du dossier que j'ai pu réunir sur cette affaire. C'est pour vous dire que vous devez me prendre au sérieux et prendre cette affaire au sérieux. Vous pouvez vous imaginer que dans ce que je reproche au ministre de l'EPST, il y a des décisions qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, mais il y a également des actes frauduleux, des faux usages de faux et des détournements pour lesquels j'ai saisi le procureur général. Mais à part le procureur général, j'ai également le même jour saisi le Premier ministre pour lui demander d'annuler cette série d'arrêtés pris par les ministres de l'EPST qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, à tout le moins suspendre d'abord leur mise en œuvre en attendant l'issue des enquêtes. J'attends la réponse du Premier ministre. J'ai également saisi la présidente de l'Assemblée nationale, subsidiairement ma question écrite, pour lui demander de mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur tous ces faits.
avec l'ampleur des informations que j'ai, j'imagine que la commission parlementaire ne suffira pas. Il nous faut une commission interinstitutionnelle qui va impliquer presque toutes les institutions, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale et même la justice, pour que la lumière soit faite une fois pour toutes et que ce secteur soit totalement assaini. Je vais vous donner quelques informations pour vous montrer que tout ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de spéculer. En ce qui concerne des décisions qui mettent en mal les principes de la gratuité de l'enseignement, je vous informe, il y a ceux qui le savent d'ailleurs, que le ministre a pris un arrêté pour créer 10 provinces éducationnelles qui ramènent le nombre de 48 à 58. Déjà, on avait 48 provinces éducationnelles. Il en ajoute 10, on est à 58. Même à l'époque où l'ancien ministre qui l'avait précédé avait ramené des 30 à 48, il avait ajouté 18 provinces éducationnelles. On avait estimé par les experts du secteur que c'était de trop. Mais là, il ramène des 48 à 58. Pourquoi cette décision met en mal la mise en œuvre de la gratuité? Parce que ça vient alourdir le budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement. On a besoin de ressources financières pour que ces programmes soient réels, réalistes et puis même pérennes. Mais avec tout ça, il est difficile de réaliser. On peut même commencer à connaître dans les jours qui suivent des grèves parce qu'on n'aura pas assez de ressources. Parce que la création d'une seule province éducationnelle entraîne un certain nombre de conséquences. D'abord, dans une province éducationnelle, vous avez une direction provinciale de SECOPE, vous avez l'inspection provinciale de contrôle, vous avez l'administration de Proved, et chaque service comprend en son sein au moins 90 personnes. Et quand vous prenez 90 personnes, multiplié par 3 de ces services, multiplié par 10, vous avez 2700 personnes qui viennent s'ajouter sur les 12 960 agents qui existaient avec les 48 Proved. Et là, c'est juste pour les bureaux gestionnaires. On ne parle pas d'enseignants. On ne parle pas encore d'enseignants. Donc on vient alourdir les budgets juste avec les personnels administratifs des bureaux de gestionnaires, mais les professionnels de la CRE est encore isolé parce que tout ce qu'il y a comme budget va se diluer dans les bureaux gestionnaires et l'enseignant ne touchera rien. Et quand vous prenez un salaire minimum de 200 $, vous les multipliez par 2700 personnes, ça vous donne 500 000 $ qu'on pouvait épargner. En francs, on est à 918 millions de francs. Et chaque service créé par une province éducationnelle a besoin au moins de 500 000 francs pour les frais de fonctionnement par Proved. Quand vous multipliez par 10, vous êtes à 5 millions. Vous prenez l'IPP qui a besoin d'au moins 450 000 francs par mois pour les frais de fonctionnement. Vous multipliez par 10, on est à 4 600 000. Et vous prenez les SECOPE. C'est là qu'il y a des grands problèmes, des graves révélations au niveau de SECOPE. Les frais de fonctionnement pour les SECOPE, les services de contrôle et de paie, c'est 11 millions de francs par mois. Ça, c'est les frais de fonctionnement. 11 millions. Mais renseignez-vous, au SECOPE, là, les gens ne font rien. D'abord, les experts m'ont révélé qu'on a besoin même juste de 10 ou 15 personnes au maximum. Ça suffit. Mais au SECOPE, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, toutes les personnes qui œuvrent au sein du SECOPE touchent des salaires, on peut me dire 4 fois supérieurs à celui qui enseigne réellement sur terrain. Et vous avez au ministère de l'EPST à peu près 50 directeurs qui sont payés pas seulement par le trésor public, mais même au titre de SECOPE parce que les salaires là-bas sont faraminés. C'est comme ça que je ne suis pas surpris de voir qu'un directeur de SECOPE, un service public, qui se permet de tenir un point de presse pour répondre à un élu du peuple. Un député national n'a pas le président de la République, le député national est élu au suffrage universel direct. J'ai bénéficié de la confiance du peuple, j'ai été
en contact avec la base, dans nos circonscriptions. On a été dans les fins fonds de nos circonscriptions pour solliciter la confiance. Et on a passé un contrat avec nos électeurs qui ont investi en nous cette confiance-là pour nous demander d'aller travailler correctement et ne pas faire comme les autres. Mais un service public qui est placé sous le contrôle d'un député national qui fait juste une dénonciation et les directeurs de ce service-là se permet, au lieu de répondre ou même d'attendre, c'est une dénonciation qui est faite, attendre que le procureur général qui va apprécier qui il peut inviter dans le cadre des enquêtes pour apporter les réponses ou des informations dont il aura besoin. Donc, jusque-là, personne n'est invité, personne n'est inculpé, mais c'est tout le monde qui s'agite, c'est tout le monde qui commence à répondre. Le directeur de ce COPE s'est permis de faire un point de presse pour me répondre. Ce qui est inadmissible. À un élu du peuple, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, on ne répond pas comme ça. Je comprends parce qu'au COPE, ils ont des frais de fonctionnement qu'on ne reconnaît jamais à un député national. Au COPE, ils touchent peut-être même mieux que les députés nationaux. C'est comme ça que ça a donné à ces directeurs toute cette arrogance. Alors, vous allez prendre toutes ces 10 provinces éducationnelles, quand vous faites ce que ça demande en termes de coûts, et puis vous associez le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, il faut chercher des locaux pour ça, soit il faut louer ou acheter, il faut chercher les meubles des bureaux, ainsi de suite. Toutes ces infrastructures-là vont nécessiter encore des fonds qui viendront encore alourdir les budgets. Je me suis renseigné chez les experts dans les domaines, ils m'ont dit, même avec 30 provinces éducationnelles, on peut gérer la situation. Pourquoi créer d'autres provinces éducationnelles? C'est pour trouver des places pour caser les membres de certains partis politiques. Ce que j'ai dit, j'assume, parce que j'ai des informations. Quand vous prenez même les directeurs provinciaux, en tout cas des sous-provinces, des provinces, on va vous dire qu'à un moment donné, quand on a lancé la gratuité, les missions qui étaient allées à l'intérieur ont commencé, c'est-à-dire quelqu'un à partir de Kinshasa, il appelle un directeur en province pour lui dicter des noms, afin d'ajouter sur les listes. De manière à ce qu'à ce jour, quand on a lancé la gratuité de l'enseignement, il y avait 68 000 nouvelles unités qui étaient connues officiellement. Et d'ailleurs, même si on le dit que c'était officiel, mais déjà dans les 68 000 là, il y avait déjà des fictifs. Des fictifs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas professionnels de la craie blanche, ils n'enseignent pas, mais on a juste mis les noms pour qu'à la fin de chaque mois, qu'il aille recevoir 750 000 francs à la banque. Alors, on est allé de 68 000 à plus de 500 000 nouvelles unités. Alors, quand vous prenez 500 000 nouvelles, 68 moins 520 000, faites le calcul, 500 000 agents moins 68. Alors, vous voyez le nombre de nouvelles unités qu'on a ajoutées, multipliées par leur salaire. Je peux vous assurer qu'il est difficile de réussir la gratuité dans ces conditions. Et pourtant, je peux même prendre le risque de l'affirmer, que si on peut assainir ce secteur, rien qu'avec nos propres ressources, sans attendre les bailleurs de fonds, nous pouvons financer la gratuité nous-mêmes. Mais le problème, c'est que si vous avez par exemple 100 enseignants et personnels confondus, vous avez peut-être 20% d'enseignants, 80% c'est des personnes qui sont dans des bureaux gestionnaires, qui viennent juste alourdir les budgets. Au niveau de ce COPE, vous avez, d'après l'organigramme, 30 agents suffiraient. Mais officiellement, on est à 55. Mais quand vous prenez les listings des payes, j'ai des preuves. Tout celui qui doute, je vais lui balancer tout ça à la figure, il va voir. Tout ce que j'affirme, il y a des preuves. Et vous allez voir. Sur les listings, alors qu'on reconnaît 55 agents au niveau de ces COPE, mais sur les listings, 121 agents apparaissent. Mais d'où viennent d'autres? Qui touchent au moins un salaire minimum de 750 000. Je me dis, ça ne sert à rien de rester à l'Assemblée nationale. Si ça continue, mieux vaut aller au COPE. Faire comme tout le monde. Vous avez des directeurs qui sont payés comme agents de COPE parce que c'est là qu'il y a l'argent. La problématique des écoles fictives. Vous avez
un arrêté ministériel qui est dupliqué sur plusieurs écoles. Par exemple, la référence d'un arrêté qui a créé une école, ce même arrêté peut être repris 3, 4, 5, 10 fois. Soit disant il a créé une autre école, alors qu'en réalité c'est un faux arrêté. Et il y a aussi des arrêtés qui créent une école, mais quand vous descendez sur place, cette école-là n'existe pas. Et pourtant, une école fictive suppose qu'il y a des enseignants fictifs qui sont payés. Une école fictive suppose qu'il y a des frais de fonctionnement fictifs qui sont payés. Il y a des bureaux gestionnaires au sein desquels œuvrent un certain nombre de personnes qui sont mieux payées, mais qui sont fictifs. Et c'est de l'argent qui se volatilise. Pour la problématique des faux arrêtés, j'ai toutes les données de toutes les provinces. Quand vous voyez par exemple un tableau comme ça, partout où il y a les rouges, on indique les faux arrêtés. Là où il y a les verts, ce sont les vrais arrêtés. Et ça, c'est pour toutes les provinces de notre pays. Donc c'est pour vous dire que ce travail mérite une commission interinstitutionnelle pour faire un grand travail de toilettage. Et je sais que c'est un grand travail. Vous avez certaines écoles privées également qui sont, comme je l'ai dit ici, considérées comme des écoles publiques et qui exigent même les frais de fonctionnement. J'ai la documentation, j'ai les éléments. Si le ministre n'en a pas, il pouvait m'approcher quand j'ai déposé la dénonciation pour dire peut-être qu'il y a des informations qu'il n'a pas. On pouvait mettre à sa disposition pour qu'il puisse même enquêter d'abord au niveau interne et trouver des voies et moyens pour corriger. Mais lui, il a préféré mettre sur ma route les communicateurs qui viennent faire de la politique dans un dossier sérieux. Il n'est pas permis à un ministre, alors que le député ne fait que son travail, de lui répondre ou de lui envoyer des gens pour commencer à lui répondre. Ça, je ne cesserai de le dire. On peut même assimiler ça à un outrage au Parlement, parce que le député a le pouvoir de contrôle du gouvernement, pas seulement individuellement, mais même collectivement, comme on le fait à l'Assemblée nationale, on peut le faire dans le cadre d'une commission, mais même individuellement, ça peut se faire. Tout cela, c'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas toujours savoir quelle est la place des députés dans la hiérarchie de nos institutions. Quand vous prenez l'article 68, je crois que c'est important de le rappeler, pour que prochainement, tous ces communicateurs-là ne passent plus. L'article 68 de la Constitution, les institutions de la République sont le président de la République, 1. 2, le Parlement. 3, le gouvernement. C'est pour dire que le Parlement vient avant. Le Parlement vient avant le gouvernement, donc les députés viennent avant les ministres. Il arrive des fois même dans les cérémonies, vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever parce qu'il y a un ministre qui arrive. Vous arrivez, on dit les députés, il n'y a pas de place, on vous demande de vous débrouiller. Vous arrivez, on vous dit non, il y a un conseiller. L'institution, c'est le président de la République. Même pas, on n'a pas dit conseiller. Vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever. Il y a même des ministres, vous lancez une question écrite et c'est son directeur de cabinet qui dit honorable, je vais vous voir dans mon bureau. À un directeur, j'ai dit je ne vais pas vous répondre, mais soyez sûr que je ne viendrai pas. Parce que je ne peux pas venir vous répondre. Je vais répondre à un directeur. Pourquoi? Moi, j'ai écrit au ministre, j'attends la réponse. Je ne dis pas que tous les ministres sont comme ça. Il y a aussi des bons ministres. Si on commence à citer les noms, on va dire on a fait la publicité. Mais quand il y a des choses qui marchent, dans le cadre du dossier de la vallée de la Founa, j'ai écrit à un ministre de l'urbanisme, Habitat, Pius Mobile. Et quand il a reçu ma lettre, il m'a appelé. Honorable, vous pouvez venir, j'ai besoin d'échanger avec vous sur ce dossier-là. J'ai répondu, on a examiné, il a pris l'engagement de venir sur le terrain palper du doigt. Le ministre est descendu. Et après sa descente, j'avais même oublié 2 semaines après, le ministre m'appelle, honorable, si vous pouvez venir voir l'évolution du dossier, comment on évolue. Voilà quelqu'un qui a compris ce qu'est un député, parce que lui-même a été plusieurs fois député, il sait ce que les députés représentent. D'abord, à moi-même là, comme je suis assis là, je représente plus de 80 millions de Congolais, je suis député national. Alors vous trouvez quelqu'un qui est nommé par un arrêté ministériel au service de ses copains, qui fait un point de presse pour répondre et défier 80 millions de Congolais à travers un député. C'est ce qu'il faut fustiger. Vous avez certaines décisions qui sont prises sans justification. J'ai reçu aussi nos amis, les comités de gestion de EducTV.
d'abord cette chaîne thématique qui a été créée juste pour vulgariser les programmes du secteur, avec un comité de gestion qui s'est réveillé juste un matin et a eu l'information que le ministre a pris un été, il vous a mis à porte, il vous a mis à la porte, il vous a remplacé par d'autres personnes. Nous sommes quand même dans un état de droit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les fonctionnaires de l'État, vous vous réveillez le matin, on vous signifie n'entrez plus parce que le ministre vous a remplacé et ces fonctionnaires-là se retrouvent dehors, contre lesquels il n'y a même pas une action disciplinaire qui avait été diligentée contre eux, aucun grief, et ils se retrouvent dehors. Alors, c'est parmi des choses qui mettent à mal la gratuité de l'enseignement. Il y a des détails, par exemple, sur l'Info7. Quand je dis Info7, je crois que les professionnels du secteur, ils comprennent. Tout ceci, si nous le disons, ce n'est pas un conflit personnel contre les ministres. Comme je l'ai dit ici, je n'avais pas déposé une plainte contre lui. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai même pas l'ambition de les remplacer. Je n'en ai pas besoin. Dans tous les cas, c'est un poste qui est réservé au FCC. Je ne l'occuperai jamais. Donc, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de nos enfants qui sont apolitiques, qui ne connaissent rien de la politique, pour qui nous devons faire quand même. Ce programme a permis à plus d'une dizaine de millions d'enfants de prendre, même de reprendre les chemins de l'école. On doit quand même s'en féliciter. Et certains parents ont été épargnés de dépenser les frais de Minerval, les frais de ceci, de cela. Aujourd'hui, ils peuvent économiser à cause de cette affaire de la gratuité. Donc, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas un conflit, comme on le voit des fois dans les réseaux sociaux. Tony Mwaba contre Willy Bakonga, il y en a qui nous exportent même sur les rings, ils nous font porter des gants sur les réseaux. Et tout ça, Tony Vince, comme si on allait s'échanger des coups. Non, ça, ce n'est pas un conflit personnel avec le ministre. Vraiment, je n'ai rien contre lui. J'ai eu des informations. Il pouvait même s'approcher pour savoir qu'est-ce qui se passe, les vérifier aussi. Alors, lui en a fait un problème personnel. Il a commencé à s'attaquer aux députés. Et même après, ici, vous verrez que les communicateurs vont continuer. Mais un ministre, je prends d'abord les textes qui organisent les cabinets ministériels. Je ne vois pas la place des communicateurs. Ils viennent d'où? Quand on fait le travail, et c'est ce que vous nous demandez, quand vous ne faites rien, on va dire Bavota qui a Salakini. Mais quand on agit, il y en a qui disent non, lui aussi il exagère. Donc, vous nous demandez une chose et le contraire à la fois. Alors, nous voulons faire le travail qui est le nôtre. C'est pourquoi, en termes de recommandations, moi j'ai décidé de réécrire au Premier ministre pour solliciter la mise en place d'une commission interinstitutionnelle pour impliquer tous les services et même certains partenaires qui accompagnent ce secteur dans la gouvernance du secteur. Au Premier ministre, je crois que je vais lui déposer certains éléments pour lui permettre, à titre préventif, de suspendre d'abord des arrêtés qui sont incriminés, permettre d'abord de faire la lumière sur leurs effets réels dans les secteurs avant de pouvoir avancer. Sinon, de les annuler carrément. À l'Assemblée nationale, je crois qu'on aura un retour déjà le lundi prochain. Au-delà de la question, c'est ce qui se passe aussi. J'ai déposé une question écrite, mais qui n'a pas prospéré. Alors, je suis quand même professeur de droit, je suis avocat aussi, j'ai de l'expérience. Quand une voie est fermée, je sais toujours m'effrayer une autre. Aujourd'hui, avec la voie du parquet général, il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, tout le monde regarde vers le procureur général pour voir ce qu'il va faire de ces dossiers, parce qu'il sera documenté pour se faire et faire des interpellations. Vous avez même suivi des gens qu'on a appelés les leaders syndicaux. Ils font un point de presse pour me répondre. Mais un syndicat est là pour représenter les enseignants et défendre leurs droits. Mais quand vous voyez un syndicat s'élever, commencer à combattre quelqu'un qui prend fait et cause des enseignants, c'est qu'il y a une complicité. J'aimerais vraiment que le PG puisse établir cette complicité-là, pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Je vais même demander aux enseignants de revoir un peu ces syndicats-là, parce que ce n'est pas possible. Nous dénonçons des choses pour améliorer les conditions des enseignants, et ce sont les syndicalistes qui se pointent
pour commencer à vilipender cette action. Pour le procureur général, j'ai dit il est déjà saisi. On va peut-être lui apporter les éléments nécessaires pour qu'il puisse continuer. Mais pour le ministre lui-même, je crois qu'il pouvait même, à la limite, nous demander même une petite note sur les informations que nous avons eues pour lui permettre de mener des investigations à son niveau et apporter les correctifs nécessaires. Et cette affaire pouvait même prendre fin. Nous allons nous réserver le droit de suivre de près pour voir l'évolution. Mais je crois que ce n'est pas tard. S'il a besoin des informations, on les mettra à sa disposition, qu'il corrige pour permettre à ce que ces programmes de la gratuité de l'enseignement soient pérennes et ça soit vraiment effectif. Non seulement les enseignants doivent être payés, mais bien payés, mais les élèves aussi doivent étudier gratuitement, mais recevoir aussi un enseignement de qualité. Voilà, mes chers amis de la presse, les quelques précisions que je voulais vous apporter par rapport à ma démarche au sujet de ce que la dénonciation que j'ai déposée chez le procureur général a donné lieu à une agitation qui ne se justifie pas. Vous apprenez qu'on a déposé une dénonciation, on ne vous a pas cité, on ne vous a pas encore invité, vous commencez à vous agiter. C'est ce qui a donné lieu à ce que nous faisons aujourd'hui. Et les ministres, je crois qu'il va suivre. Tout ce que vous voyez là, ce sont des données qui attestent tous les faits que je suis en train de dénoncer dans ce secteur. L'objectif, ce n'est pas avoir la tête du ministre. Dans tous les cas, même s'il est remplacé, tout celui qui viendra là, si il évolue sur le même chemin, nous allons aussi le rencontrer. Mais le ministre doit faire son travail. On n'a pas besoin qu'il parte, mais qu'il corrige. Qu'il corrige les choses à son niveau pour que les choses puissent réussir. Je crois que ça sera aussi son honneur. C'est le premier ministre d'État qui a été nommé après avoir lancé ce programme de la gratuité. Mais si ce programme passe, il réussit, je crois que tout le monde lui jettera aussi des fleurs. Voilà l'essentiel de ce que j'avais en termes de recadrage. Et je reste à votre disposition pour les plus amples détails. Je vous remercie.